thématique innovation et entrepreneuriat à l'école polytechnique Executive Education. Nous allons parler aujourd'hui de modélisation mathématique et de la manière dont la modélisation mathématique nous permet d'avoir une meilleure compréhension des phénomènes complexes qui nous arrivent, avec pour objet aujourd'hui le Covid-19 qui nous offre un terrain d'étude privilégié pour justement ce type d'approche. Et nous en parlerons avec notre invité que je vais présenter tout à l'heure, Sylvie Méléard. Quelques règles avant de présenter Sylvie très rapidement. Comme vous le savez, vous êtes trop nombreux pour qu'on puisse laisser vos micros ouverts, mais nous souhaitons que la session soit la plus interactive possible. Aussi, nous vous proposons dès le début de la conversation que nous allons avoir avec Sylvie de nous poser vos questions, toutes les questions que vous souhaitez poser à Sylvie, dans la partie qui s'appelle Q&A à droite de votre écran. Dans la deuxième partie de l'entretien qui va durer 1 heure, donc dans la deuxième demi-heure, je poserai vos questions à Sylvie. En tout cas, je poserai le plus de questions possible. Il y aura forcément, parce que vous êtes très nombreux à vous connecter aujourd'hui et nous vous en remercions, quelques questions qui ne pourront pas l'être. J'en ai fait par avance, mais on essaiera de poser les questions les plus posées et de répondre au maximum à vos interrogations. Alors, pardon Fabien de t'interrompre, on a au moins quelques participants qui relèvent un problème de son. Donc, en tout cas, ils n'ont pas l'audio. Donc, si vous m'entendez, mais a priori non, ça viendrait plutôt des réglages de votre côté dans les paramètres de son et je vais écrire dans le chat. Pardon. Donc, Sylvie Méléard, vous êtes professeur à l'École polytechnique, vous êtes chercheur au Centre de mathématiques appliquées et porteuse de la chaire modélisation mathématique et biodiversité. Vous êtes également membre de l'Institut universitaire de France et vous avez, avec quelques autres, développé comme spécialité les approches modernes et contemporaines des statistiques. Non, Probabilité. des probabilités, excuse-moi. Et justement, nous allons maintenant nous interroger sur la manière dont les mathématiques, et notamment la modélisation mathématique, nous permettent de comprendre un certain nombre de phénomènes. Et évidemment, actualité oblige, nous nous sommes concentrés sur les phénomènes épidémiologiques. Donc, ce sera la question, Sylvie. Comment est-ce que les mathématiques, et notamment la modélisation, nous permettent de mieux comprendre les épidémies et les pandémies? Alors, il faut bien voir que modéliser, c'est créer une représentation mathématique d'un phénomène donc nous, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est des phénomènes biologiques ou médicaux. Et grâce à cette représentation mathématique, qui bien sûr, on en reparlera après, va nécessiter un certain nombre de simplifications par rapport au réalisme biologique ou médical, mais grâce à cette représentation, on va pouvoir avoir une visualisation de l'évolution de la dynamique des infectés dans la population. On va pouvoir quantifier certaines choses. Hein. Vous avez beaucoup entendu parler du nombre de morts, même si ça devenait même anxiogène, mais en tout cas, on peut prévoir ce genre de choses et donc donner des réponses quantitatives qui vont pouvoir aussi aider ensuite à gérer l'épidémie. Donc, peut-être l'occasion pour nous de lancer un premier voilà. petit sondage. À votre avis, vous les participants, à quel moment apparaît la modélisation mathématique pour comprendre ces phénomènes épidémiologiques? Alors, on a plusieurs échelles de temps. Vous avez le choix entre trois réponses. A, 1760, B, dans les années 1890 et C, dans les années 1960. Voilà. Et n'oubliez pas, pour que votre réponse soit prise en compte, d'appuyer sur le bouton Submit qui est en bas à droite de votre écran. Voilà. On vous laisse quelques instants pour répondre. 1760, 1890, 1960. Donc, en attendant qu'on ait les réponses, Sylvie, vous nous disiez effectivement
le modèle, c'est à travers une simplification une représentation du réel simplifiée, essayer de pouvoir quantifier un certain nombre de phénomènes, dont effectivement le nombre de morts, mais aussi d'autres choses, d'autres facteurs. Voilà, exactement. Donc, ça peut permettre. Donc, on attend toujours la réponse là. On attend toujours la réponse. Mathias, je ne sais D'accord. pas si le nombre de répondants permet de fermer le site. Oui, vous avez été 70% à répondre, donc on va peut-être afficher les résultats. Ouais. On va attendre quelques secondes. Ouais. Oui, donc. Bon, je vois rien C'est afficher. bon, C'est bon. c'est bon. Donc on a 20, je ne sais pas si vous voyez Sylvie, mais donc Oui, oui, 1760, oui, je les on a, vois. voilà, Voilà. 28%, Donc, 5% 1890 et 7% 1960. donc voilà, en fait, c'est les 28% qui ont répondu 1760 qui avaient raison, parce que en fait, en épidémiologie, la modélisation mathématique intervient assez tôt grâce à Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli fait partie de la famille illustre des Bernoulli, c'est le fils de Jean Bernoulli, probabiliste et analyste célèbre. Et en fait, il est médecin, mais à la fois, à l'époque, on est à la fois médecin, mathématicien, philosophe, etc. Et en fait, il essaye de convaincre les populations et les décideurs que ce qu'on appelle le procédé de variolation, c'est-à-dire qui consiste à incuber un tout petit peu de variole, qui est la maladie terrible à l'époque, chez les gens, peut être efficace pour éviter pour minimiser le nombre de morts et gagner en espérance. Et en fait, il développe un modèle mathématique et même probabiliste très sérieux pour prouver ces assertions. Et je pense que la deuxième date qui est très intéressante, c'est Ronald Ross, donc qui est très célèbre et qui a eu le prix Nobel en tant que médecin en 1902 pour ses travaux sur la malaria, qui essaye d'expliquer qu'il faut absolument s'attaquer au nombre, aux populations de moustiques pour éradiquer la maladie, et qu'il n'y a pas besoin de détruire tous les moustiques, mais que sous un certain seuil critique, en fait, il suffit qu'on fasse baisser le nombre de moustiques sous un seuil critique pour être capable d'éradiquer la maladie. Donc, on parle de seuil, de critique. Si on a le temps de parler du R0 à la fin, en fait, c'est ce type de seuil où si on a suffisamment baissé le nombre de moustiques, on sait que la maladie va disparaître. Et je pense que cette phrase que j'ai mis en rouge de Ross explique bien pourquoi l'épidémiologie est très, très adaptée à ce choix de modélisation mathématique. C'est parce qu'on s'intéresse aux variations de la maladie au cours du temps. Ou aussi on peut s'intéresser aux problèmes spatiaux que je ne vais pas évoquer vraiment aujourd'hui. Et donc ces variations temporelles sont très adaptées à être décrites par des outils mathématiques, qu'on va voir un peu plus tard. On voit bien en quoi c'est un outil de meilleure compréhension des épidémies et des phénomènes épidémiques. La Maintenant, dynamique autour du temps, c'est ça qui est important. mais cette modélisation, c'est aussi un outil de décision potentiellement. Oui, Peut-être que exact. tu peux nous dire un peu comment ça peut nous aider, comment ça peut aider nos décideurs à prendre la bonne décision et à quel moment. Exactement, parce que grâce au modèle mathématique, on va pouvoir, d'une part, essayer de mettre en place des lois générales qui peuvent expliquer la diffusion de l'épidémie qu'on regarde. On va pouvoir essayer d'estimer des paramètres qu'on est incapable de mesurer directement. On va pouvoir prédire et surtout, on va pouvoir tester différents scénarios. On verra après des simulations et des scénarios qui peuvent effectivement aider à une prise de diffusion de décision. Bon, là, on l'a vraiment vu sur le Covid. Quand confiner, comment confiner, quand déconfiner, comment déconfiner. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des scénarios différents. On Et on reviendra à va la question du pouvoir, confinement tout à l'heure. grâce à une visualisation aussi graphique de l'évolution de la maladie, ce qu'on va faire à travers de l'expérimentation numérique, qu'on appelle des simulations du modèle mathématique, on va pouvoir diffuser les résultats et les expliquer beaucoup mieux à différentes populations moins aguerries dans les outils mathématiques.
Donc, on peut, grâce à ce modèle, on peut aussi optimiser ce que j'appelle des plans expérimentaux, c'est-à-dire c'est bien d'aller chercher des données, mais quelles données aller chercher, comment aller les chercher, et si on a un modèle, et de toute façon, toutes les études solides et sérieuses statistiques sont construites avec des modèles. Donc, si on a un modèle derrière et on sait ce qu'on veut estimer ou observer, ben, on va aller faire nos expériences en fonction des questions qu'on se pose pour le modèle. Donc, vous voyez que grâce au modèle, on va pouvoir, ce qui a été en partie fait, hein, essayer d'évaluer l'incidence de l'épidémie, mieux préparer l'afflux dans les hôpitaux, essayer d'évaluer les différentes mesures sanitaires qui pourraient être prises, etc. Donc, c'est des scénarios a priori qu'on peut faire. Si on se penche un peu plus sur le cas du Covid et qu'on se met peut-être à mi-mars, on était déjà capable de prévoir un certain nombre de choses. Voilà, ben, à mi-mars, voilà, donc je vous ai mis un peu les courbes en France à mi-mars, donc on voit l'effet la courbe des morts cumulées, hein, donc on voit vraiment une croissance qu'on appelle exponentielle hein, chez nous. Donc on peut à partir de là se poser vraiment des questions, hein, donc je vous ai mis quelques questions auxquelles les modèles peuvent répondre. Combien d'individus vont être infectés? Quand aura lieu le pic de l'épidémie? Quels seront les faits des mesures de prévention? Bon, il y a quand même quelque chose qu'il faut garder en compte, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire du recueil de données, hein? Je vous rappelle que par exemple au début en France on avait les données hospitalières, mais on n'avait pas les données des EHPAD par exemple, donc les données des morts en France étaient complètement faussées. Donc à chaque fois qu'on utilise des données dans un modèle, il faut vraiment, et là en particulier où on fait de la recherche en temps direct, il faut vraiment s'assurer de la solidité des données sur lesquelles on peut construire son modèle. Après, cette modélisation, ça pose un certain nombre de difficultés et un certain nombre de limites que tu voulais, que tu souhaites aussi Alors, préciser. je voulais insister sur deux choses. D'abord, le mathématicien n'est pas le savant barbu dans sa tour d'ivoire. Il est le mathématicien appliqué très en lien avec la réalité et avec l'observation de terrain. Mais il est effectivement amené en permanence à faire un compromis entre la faisabilité des calculs, même si les moyens de calcul actuels sont énormes, et le réalisme biologique ou médical. On est obligé de faire des simplifications et c'est là qu'intervient le travail qui doit être permanent entre le biologiste ou le médecin ou les biologistes et les mathématiciens pour s'assurer que les simplifications qu'on fait sont raisonnables, d'une part, et ne vont pas perturber le phénomène qu'on veut essayer de comprendre. Donc, on passe et on fait beaucoup d'allers-retours entre les biologistes, les mathématiciens et aussi les données issues du terrain, surtout sur le Covid-19, puisque au fur et à mesure des jours, on avait des informations qui pouvaient même être contradictoires, mais en tout cas qui pouvaient changer. Alors, ce que je voulais dire aussi, je l'ai déjà dit, c'est que ce qui est important, c'est qu'on peut visualiser grâce aux simulations le modèle et que ça permet de très très vite prendre en compte les prédictions, par exemple, qu'on peut faire. Voilà. On va prendre quelques exemples tout à l'heure. Alors, en épidémiologie, les modèles ont une structure qui est très spécifique, qu'on appelle des modèles à compartiments, où on va mettre les gens dans des cases, hein. Soit ils sont susceptibles d'être infectés, soit ils sont infectés, soit ils sont guéris. Et ça, c'est vraiment historique. Ça date, je crois, de Matt Kendricks en 1926. Et donc, les modèles sont assez structurés, hein. Donc, on sait où on va quand on travaille en épidémiologie. Et justement, est-ce qu'on pourrait regarder un petit peu ensemble ce que ça donne, ce type de modèle, quand on l'applique au phénomène Covid-19? Voilà, donc alors, oui, donc comme je l'ai dit, voilà, le modèle de base, c'est un modèle comme ça, où donc il faut voir que les individus, donc c'est un modèle où a priori on regarde chaque individu hein, par un, mais comme on a beaucoup d'individus dans la population, on va avoir quand même une vision macroscopique des choses. Mais donc l'individu, il est d'abord susceptible d'être infecté, ensuite il peut être infecté par contact, hein, ça sera dans le cas du Covid, et puis ensuite il peut être guéri ou immunisé ou décédé. Donc, pour le cas du Covid, on a affiné beaucoup ça. Je vais vous présenter juste les idées sur un modèle qu'on développe avec un stagiaire de master, Paul Mélanie, et une collègue biologiste, Myriam El Karoui.
Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un modèle à compartiment. Donc, il y a plusieurs types de populations. Donc, dans la grosse population globale française, bon, c'est plutôt limité à l'Île-de-France. Il y a les gens qui sont susceptibles, donc pour lesquels, pour l'instant, voilà, ils vont bien. Il y a ceux qui sont exposés, mais donc qui ont déjà eu le contact du Covid, mais qui sont sans symptômes et non contagieux, puis qui vont devenir contagieux. Donc cette phase-là n'est pas très bien connue encore du point de vue médical. Et ensuite, ils peuvent devenir malades, donc soit malades asymptomatiques, ou malades avec une forme douce, on va dire, ou malades avec une forme sévère qui nécessite une hospitalisation. Alors, nous, on a mis ces choses en série. On est d'abord asymptomatique, puis malade doux, puis malade sévère. Il y a un certain nombre de modèles qui mettent ces types de niveaux de maladie en parallèle. Donc, on peut faire varier le modèle en fonction des informations médicales ou biologiques qu'on a à ce niveau-là. Et puis, une fois qu'on a été malade, ben, soit on est décédé, soit on est ce qu'on appelle remis en épidémiologie, qui veut dire guéri ou immunisé. Donc, on n'intervient plus dans la maladie. Et ce qui nous intéresse, donc, c'est de regarder l'évolution temporelle du nombre d'individus dans chacun des compartiments. Et ça donne une information assez fine sur la maladie. Alors, la manière dont on devient dont on récupère, dont on devient malade, ou en tout cas où on est atteint par le virus, c'est par contact, comme on l'a beaucoup, vous l'avez beaucoup entendu. Et on a vu que pour le Covid, les classes d'âge étaient fondamentales. Donc, dans le modèle, on a introduit des informations qui sont données par l'INSEE sur les matrices de contact en fonction des classes d'âge. Donc, vous voyez sur l'axe ici horizontal, on a des classes d'âge de 0 à 10 ans, 10 à 20, c'est même classé de 5 en 5 ans. Bon, jusqu'à 80 ans, on a considéré qu'au-delà de 80, on avait à peu près le même comportement qu'à 80 ans. Et en fait, non seulement les classes d'âge interviennent, mais aussi le milieu dans lequel on évolue. Donc là, vous voyez que dans ces données de l'INSEE, il y a ce qui se passe au domicile, à l'école. Donc c'est normal que la classe d'âge n'aille pas au-dessus de 20 ans ici. Donc vous voyez qu'en gros, on dit on a ici que la diagonale qui est chargée. Donc à l'école, les jeunes essentiellement sont en contact avec des gens du même âge. Ici, c'est au travail. Donc là, c'est les âges auxquels les gens travaillent. Et en gros, tout le monde est en contact avec tout le monde. Et puis ici, c'est partout ailleurs. Donc ça, c'est des informations beaucoup moins précises. Bon, alors, ce qu'il faudrait être plus précis, c'est, comme je l'ai dit précédemment, il faudrait rajouter une information géographique, en tout cas pour le Covid. Donc, on peut avoir des matrices ici de contact plus fines, région par région. Celles-là, je crois qu'elles sont quand même plus ou moins liées à l'Île-de-France. Donc, on va introduire ces informations-là dans le modèle et elles vont être importantes pour modéliser la probabilité de contact entre deux individus par classe d'âge ou entre les classes d'âge. Et Sylvie, les modèles nous permettent aussi de prendre en compte des phénomènes ou des actions qu'on pourrait prendre comme celle du confinement, justement. Oui, alors exactement. Donc, le confinement, où est-ce qu'il intervient? Il intervient justement dans cette probabilité de contact entre deux individus. Et donc, on peut introduire une espèce de fonction d'interaction, que j'ai appelée U de T ici, qui dépend du temps et qui va permettre de stopper certains contacts. Et donc, de cette manière-là, on va pouvoir modéliser le début et la fin du confinement, les interactions entre les classes d'âge, et par exemple, les interactions au domicile, elles continuent à exister, alors que celles de l'école, si on a fermé les écoles, s'arrêtent. Donc, vous voyez, on peut faire des choses très fines entre ces classes d'âge, et le confinement, les classes d'âge et les classes sociales. Donc, on a des matrices de contact qui sont soit stoppées ou non stoppées pendant le confinement. Et non seulement on peut prendre en compte les dates de début et fin de confinement, mais aussi on peut modéliser un retour aux interactions pré-confinement qui soit plus ou moins important, c'est-à-dire on peut modéliser la force du déconfinement. On voit qu'on a en France un déconfinement progressif, eh bien on peut modéliser les effets d'un déconfinement plus ou moins progressif, et ça aussi, ça peut aider à la prise de décision. Donc, on peut peut-être voir aussi que où interviennent les données là-dedans. Faut voir que tous les passages, quand vous voyez comme ça un modèle à compartiment, vous avez un flot d'entrée, donc les individus qui étaient contagieux deviennent malades, et là, chaque individu
devient malade à un certain temps qui est aléatoire, mais néanmoins, on sait décrire une loi générale sur ces temps, et en gros, c'est caractérisé plus ou moins par le temps moyen où on reste dans un des compartiments. Et donc, c'est là que les données interviennent. On va pouvoir quantifier le nombre de personnes à chaque instant ou à des instants précis, mesurés dans les compartiments, et voir aussi le temps moyen auquel les individus passent de contagieux deviennent malades, ou passent d'un stade maladie pas grave à maladie grave, etc. Et donc, avec tout ça, on peut construire un modèle, et je vous montre juste la tête de ce genre de modèle. Voilà, donc on a un certain nombre. Alors là, on a 8 équations qui correspondent aux 8 compartiments différents, et l'indice I, ici, ça correspond à la classe d'âge. Et donc, ces choses compliquées ici, ça décrit les probabilités de contact entre deux individus. Donc, on peut être en contact avec des individus de chaque classe d'âge et de chaque milieu social. Et évidemment, donc, on va accroître le nombre de malades, par exemple, si on est en contact avec des gens malades. Donc là, je ne vais pas m'arrêter trop là-dessus, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des équations derrière ces modèles. Et tu nous disais aussi que ça permet d'avoir des outils de visualisation de la dynamique de l'épidémie. Voilà. Donc, par exemple, avec ce modèle-là, vous voyez qu'on a modélisé l'importance de la date du début de confinement. Donc, à 20 jours en rouge, à 22 jours en vert et à 24 jours en bleu. Donc, ça, c'est la fameuse fonction U. Et vous voyez qu'en fonction de la date du début de confinement, eh bien, en rouge, si on confine tôt, on va avoir, vous voyez, ce fameux pic de l'épidémie qui apparaît là. Voilà l'évolution ici du nombre de cas sévères. Et là, le nombre de cas sévères, c'était important pour gérer les afflux en réanimation à l'hôpital, qui est non seulement qui est beaucoup plus bas en taille par rapport à ce qui se passe 4 jours plus tard. Donc, on a l'impression que ce n'est pas beaucoup 4 jours, mais vous voyez que c'est énorme puisqu'on passe de 20 000 cas à 50 000 cas à l'hôpital, et que la courbe va mettre beaucoup plus de temps à décroître. Donc, dans chacun des cas. Et de même, ici, on a regardé le comportement des gens décédés en fonction du temps. Et vous voyez que le plateau qui apparaît ici, eh bien, il est beaucoup plus bas. Donc là, si on avait confiné très tôt, on n'aurait peut-être pas dépassé les 15 000 morts. Et là, on est à peu près au niveau 35 000 morts de ce qu'on a actuellement en France. Donc ça, c'est l'impact du début du confinement. On peut regarder aussi la qualité du déconfinement. Donc en bleu, c'est un déconfinement assez très restreint, vert un peu moins restreint et rouge encore un peu moins restreint. Et vous voyez que si on regarde le cadre rouge, eh bien, on a un contrôle du déconfinement. Donc là, en ce moment, on est dans une phase de ce type, mais on peut craindre une réémergence de la maladie. C'est le cas, là, c'est dans le cas des gens décédés. On a la même chose ici dans le cas des cas sévères. Alors que si on déconfine beaucoup plus sévèrement, on va pouvoir contraindre la maladie. Bon, on peut tester d'autres scénarios. Vous voyez, là, on a testé un scénario alterné où on déconfine, on reconfine, on déconfine. Enfin, je ne pense pas que c'est ce que le ministre va annoncer cet après-midi, mais où on peut, comme ça, essayer d'éradiquer la maladie. Donc là, on voit bien effectivement comment ça peut être vraiment utilisé comme outil de paramétrage d'un certain nombre de décisions publiques. Alors justement, dans les discours politiques, d'abord en Allemagne et maintenant en France, on entend beaucoup parler d'un indicateur qui est le R0. Alors on a préparé un petit quiz avec Mathias qu'on peut lancer pour savoir peut-être combien d'entre vous ont entendu parler du R0, et puis aussi combien savent ce que c'est, parce que entre en avoir entendu parler et savoir le définir, ce sont deux choses différentes. Donc voilà, je pense que le sondage s'est affiché sur vos écrans. Je vous invite à répondre rapidement. Et à ne pas oublier surtout d'appuyer sur la touche Submit. Première question, ah oui, je sais ce que c'est que le R0. Deuxième réponse, oui, mais je ne sais pas très bien le définir. Et la troisième réponse, R0, Kesako. Oui, donc on en a beaucoup entendu parler de manière plus ou moins étonnante.
Et La scientifique que tu es en tout cas, probablement, parce que je suis moi plutôt dans le cas de ne pas savoir totalement le définir. oui, mais je pense que Euh, les politiques, en tout cas la porte-parole du gouvernement qui le manipule très souvent, je doute qu'elles connaissent, vu ce qu'elles en dit, qu'elles connaissent vraiment l'impact de ce paramètre. Alors effectivement, c'est un paramètre qui a été introduit, on peut dire, je crois, en 1929, ou enfin donc il y a une centaine d'années, et qui est un paramètre, disons que c'est le premier indicateur pour savoir si une épidémie est inquiétante ou pas. Et en fait, c'est celui qu'on brandit dès qu'une épidémie apparaît pour est-ce qu'on a les résultats? mesurer. On a les résultats, donc la plupart pensent savoir le définir, donc Bon, ben, 46%. c'est bien. Et ça veut dire qu'on a un public averti ou sûr de lui, ou les deux. Donc oui, oui, mais je ne sais pas le définir 23% et Kezako 10% seulement. Donc effectivement, on en a tous beaucoup entendu parler. Mm, mm. Oui, donc moi, je voulais juste donner un petit peu des idées de pourquoi il y a un seuil critique et ce que ça veut dire et d'où ça vient. Donc là, je suis revenue sur un modèle très simple où donc qui est le modèle historique hein, qui introduisait ce paramètre R0, où on suppose que un certain temps, on a des individus et il y a un individu infecté qui apparaît, hein, un individu de type grand I. Donc on est dans un modèle plutôt SIR, là, beaucoup plus simple que pour le Covid, et N-1 individus qui pour l'instant ne présentent pas d'infection. Et à chaque instant, donc, on peut imaginer qu'un individu a une certaine probabilité d'être infecté. Et cette probabilité, on la note petit p, mais bien sûr, c'est un paramètre qu'on ne connaît pas. Et ce qu'on va R0, il quantifie en fait le nombre moyen d'infections produites par un infecté plutôt au début de l'épidémie. Donc pour savoir comment l'épidémie va exploser, ou est-ce qu'elle va exploser, ou est-ce qu'elle va être éradiquée tranquillement sans que ça soit vraiment inquiétant pour la population. Donc ce R0, essentiellement, c'est cette probabilité inconnue fois le nombre d'individus dans la population. Alors, vous voyez que si on fait des simulations dans ce modèle, eh bien, si on a un R0 qui vaut 0,8, on voit une épidémie qui, au bout d'un certain temps, ne charge essentiellement 0, donc l'épidémie va décroître, alors que si on a un R0 qui vaut 1,5, on voit une épidémie qui a un pic. Et bon, c'est des simulations que j'ai récupérées, pardonnez-moi, elles ne sont pas hyper visibles, mais on va le voir après, on va essayer de comprendre pourquoi on a deux comportements différents et pourquoi ce seuil critique de 1 est fondamental. Hein. Alors, en fait, vous voyez que si on appelle taux la fraction de population totale qui est touchée par l'épidémie, eh bien, sachant que la probabilité qu'un individu infecté infecte un individu susceptible de l'être, donc cette probabilité P, on l'a définie comme R0 sur la taille de population N. En fait, 1 moins taux, c'est la fraction des individus qui ne sont pas infectés. La probabilité de ne pas être infecté, c'est 1 moins P, et on a N puissance taux tels individus. Donc, en fait, on a une équation qui vous dit que 1 moins taux, c'est la seule partie mathématique de mon propos. C'est 1 moins R0 sur N puissance N taux, et ça, on montre que essentiellement, c'est exponentiel de moins R0 taux. Donc, vous voyez qu'il y a un lien entre la fraction de population totale touchée par l'épidémie et ce fameux R0. D'accord? Alors, dans cette équation-là, si on fait taux égale 0, on a 1 égale 1, donc c'est toujours solution. Hein, et ça nous décrit ce type d'événement où, au final, la fraction de population touchée par l'épidémie va disparaître. Hein, donc, on regarde ce qui se passe en temps long ici. Et on peut montrer qu'il y a une autre solution si et seulement si R0 est plus grand que 1. Et donc, c'est pour ça que le fait que R0 soit plus grand que 1 est absolument fondamental. Et si R0 est plus grand que 1, on est capable de calculer cette autre solution. Et vous voyez que c'est cette courbe-là qui vous donne, en fonction de R0, la valeur de taux. Et vous voyez que si R0 égale 1,5, on trouve 58% de gens affectés par l'épidémie. Si R0 vaut 3, on trouve 94% de gens affectés par l'épidémie. Donc, c'est cette relation qui est pas triviale. On n'a pas taux égale une fonction de R0. Enfin, numériquement, en tout cas, c'est facile à résoudre.
mais qui vous donne ce lien entre R0 et la fraction de population touchée par l'épidémie. Alors, bien sûr, là, je vous ai présenté les choses sur un modèle très simple. Vous voyez que c'est plus compliqué. Enfin, on l'a vu pour le Covid. On a introduit des classes d'âge, on a introduit les classes sociales. Il y a l'aspect spatial. Donc, il y a une grande hétérogénéité, par exemple, dans le pays. Et il faut prendre ça de manière beaucoup plus précise dans le cas du Covid. Et également, si on rajoute des stratégies qui font baisser le cours de l'épidémie, comme le confinement. Donc, effectivement, en Allemagne, ils nous donnent en permanence des taux R0 et je dois avouer que je ne sais pas exactement comment ils les calculent et j'aimerais bien le voir parce que c'est quand même un paramètre qu'on ne peut pas mesurer instantanément. Donc, excuse-moi. oui, donc ce que je voulais dire, c'est que les gouvernements, en fait, ce qu'ils doivent faire, c'est trouver des stratégies pour faire baisser ce R0. Et donc, vous voyez qu'en gros, il y a 3 manières de faire parce que qu'est-ce qui intervient dans ce R0? Il y a cette probabilité de contact qu'on a vue. Donc, pour la réduire, hein, il y a le lavage des mains, le port du masque, etc. Il y a le nombre de contacts qu'on peut essayer de réduire. Donc, ça, c'est le confinement, éviter les transports, les grands rassemblements. Et puis, il y a la durée de la période où on est infecté. Et donc, si on fait des diagnostics rapides et qu'on isole les infectés, c'est aussi un moyen de baisser ce R0. Donc, et de le faire baisser de telle sorte que si on le fait baisser, on a un nouveau paramètre R0 que j'ai appelé RE ici et qui soit plus petit que 1, de telle sorte à éradiquer à terme la maladie. Donc, comme les moustiques de Daniel Bernoulli, on n'a pas besoin de supprimer. Enfin, il suffit qu'on ait peu de gens de contact pour que la maladie disparaisse d'elle-même. Et donc ta conclusion en termes opérationnels, c'est masque, confiner et tester. Les masques pour tout le monde, ça réduit le T. Confiner, ça réduit les contacts et tester massivement, effectivement, pour essayer d'isoler au mieux les infectés. Ce qui a été fait en Corée du Sud, par exemple, de manière massive. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on rejoint un certain nombre des conclusions d'Olivier Gosner qui nous avait présenté ses travaux lors d'une précédente minute de l'X par d'autres moyens. Je propose maintenant qu'on puisse passer aux questions des participants qui sont déjà très nombreuses. Alors n'hésitez pas à continuer à poser des questions. Je vais commencer à les poser. On continue à les recevoir, on continue à les lire. Alors, on a beaucoup de questions sur la solidité des données d'entrée des modèles et sur la solidité du modèle lui-même. Donc, les premières questions, c'est sur notamment comment est-ce qu'on recueille des données. Par exemple, comment est-ce qu'on recueille des données en sachant qu'on n'a pas fait de test massif et que donc la proportion de malades dans la population était quelque chose d'assez estimatif. D'autres questions sur comment est-ce qu'on peut tester le modèle. Tu as dit que c'était un modèle qui était assez classique finalement, mais du coup peut-être que il est intéressant de voir comment vous le confrontez au réel. Et du coup, question complémentaire sur la manière dont on le confronte au réel. Il y a aussi pas mal de questions sur la manière dont vous récoltez vos données, notamment des collaborations avec les médecins. Tu en as parlé, hein, il faut que des médecins, que des médecins, que des gens qui sont sur le terrain vous disent comment ça se passe pour que vous puissiez le modéliser, ou vous puissiez au moins tester vos hypothèses. Donc voilà, trois questions sur cette robustesse des données, cette robustesse du modèle qui est au centre de beaucoup d'interrogations. Alors déjà, je dois dire, il faut quand même préciser que c'est extrêmement rare qu'on soit amené à travailler en direct de cette manière-là et aussi rapidement, et que donc, en général, en recherche, on travaille après ou on prend le temps de décrypter ce qui s'est passé et pour vraiment travailler sérieusement. Et là, effectivement, vous avez souligné parfaitement le problème, c'est que non seulement il y a très peu de données, ensuite, elles ne sont pas toujours récupérées de manière très propre. Et troisièmement, elles sont contradictoires. Elles ont été beaucoup contradictoires. Et donc, en fait, il faut lire un peu tout ce qui sort.
et faire le tri. Alors, faire le tri, moi, j'en suis bien incapable. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec ma collègue biologiste, Myriam El-Karoui, qui, elle, lit systématiquement les protocoles d'acquisition des données et voit si le protocole était sérieux ou non. Ensuite, par exemple, il y a eu des tas de questions qui ne sont pas toutes résolues du reste. Une première question, c'est la contagiosité des enfants. Hein. On sait que pour la grippe classique, les contacts se font essentiellement par les enfants et que leur contagiosité est extrême. Hein. C'est même une des raisons pour lesquelles les 15 jours de vacances de Noël sont indispensables pour vraiment limiter l'évolution de la grippe, hein, en France, entre autres. Mais il se trouve, donc au début, on pensait que c'était le cas aussi pour coronavirus, et en fait, il semble qu'il n'en soit rien, mais on n'est pas sûr. Donc, il y a eu des études statistiques très précises là-dessus. Par exemple, il y a eu une ville en Italie, Vaud, qui a été assez isolée. Donc, il y avait 260 enfants dans cette ville, je crois, qui ont été testés. Mais il y a une étude en Islande qui contredit. Enfin, donc, au final, c'est assez difficile de savoir. Donc, quand on ne sait pas ou quand il y a des études contradictoires, on ne décide pas et on laisse une possibilité de contagiosité comme les autres classes d'âge. Parce que sinon, c'est trop risqué de décider en fonction d'une seule étude statistique sur un petit échantillon. Il faut voir que des études statistiques, ça a vraiment un sens et c'est validé scientifiquement si l'échantillon est suffisamment important. Alors, effectivement, on a essayé en France de convaincre les politiques d'avoir des techniques de tests sérologiques sur des échantillons au hasard dans la population, hein, pour avoir, par exemple, le degré un peu d'immunité de la population. Et ça, c'est très, très dur à faire passer. Donc, quand je dis on, j'ai des collègues mathématiciens appliqués, hein, un au CMAP, à l'École polytechnique, mais aussi à Toulouse, aussi à Nancy, qui ont essayé, chacun dans leur région, de s'investir. Donc, nous, on a eu l'aide de Cédric Villani avec la mairie de Paris. On avait plutôt un accord là-dessus, mais je crois que c'est tellement compliqué de faire des tests au hasard sur des êtres humains en France que les verrous administratifs ont du mal à s'y libérer. Donc, si on n'a pas d'informations un peu de ce type-là, c'est très, très dur d'avoir des données statistiques. Et du coup, ça rejoint d'autres questions qui sont posées, en fait, il faut faire évoluer en continu le modèle, et notamment le modèle, évidemment, va être moins solide au tout début de l'épidémie qu'il ne va l'être avec le recul que vont permettre les prochains mois, les prochaines années, où on va pouvoir peut-être avoir davantage de données, les traiter mieux et pouvoir distinguer ce qui était sérieux de ce qui l'était moins. Oui, exactement. Oui, je vous ai parlé des paramètres, on les a assez peu vus, mais les paramètres qui interviennent dans le modèle, donc outre ces matrices de contact qui nous donnent les idées un peu de structuration de la population française, du modèle on a un certain nombre d'informations qui sont décrites par ces temps moyens de passage d'un état à un autre, etc. Et ça, c'est vraiment lié aux données, donc tout ça est par classe d'âge. Et c'est là qu'en fait, on est en attente un peu de toutes les observations. Donc nous, on s'est limité en Île-de-France. Alors, il y a quand même un certain nombre de papiers qui ont l'air assez sérieux autour de l'équipe de Kolitza, qui est une épidémiologue de Sorbonne Université. Et puis, il y a effectivement quelques papiers, il y a eu des papiers à Imperial College, enfin, il y a eu quelques papiers en Angleterre, mais c'est un mix. Moi, je ne m'arrête pas à un seul article. Il faut vraiment mixer beaucoup, beaucoup d'informations pour se faire une idée un peu précise des phénomènes. Alors, on a aussi beaucoup de questions sur la cohérence des modélisations entre elles. On a vu que sur certaines études plutôt statistiques, il y avait des discordances parce qu'on n'était pas sur forcément des échantillons suffisamment importants. Est-ce qu'il y a d'autres équipes en France ou à l'international qui travaillent, j'imagine que oui, hein, sur la modélisation du Covid? Et est-ce que vos travaux sont plutôt concordants? Quelles sont les zones d'incertitude ou les zones de débat? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, essentiellement, tous les modèles sont concordants au sens où c'est systématiquement des modèles compartimentés, comme ça. Moi, ce que j'ai vu comme différence… La structure est assez similaire. Voilà, c'est la structuration de l'évolution de la maladie.
Bon, il se trouve que moi, j'ai un frère réanimateur en Covid++, voilà, avec qui j'avais discuté. On avait un peu cette vision-là de gravité progressive de la maladie, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a des cas sévères qui redeviennent mild et qui redeviennent sévères. Il y a des boucles là-dedans. Et moi, j'ai vu pas mal de modèles où, plutôt que comme ça, un passage d'un compartiment à l'autre en série, on voit les choses en parallèle, c'est-à-dire soit on est asymptomatique, soit on a une forme faible, soit on a une forme sévère. Et puis, toutes les informations qu'on a, en fait, elles concernent plutôt le cas sévère parce que c'est les cas qui sont à l'hôpital. Donc, c'est essentiellement les seuls qu'on connaît. Et là, il y a pas mal de modèles qui développent plus finement l'aspect sévère par les gens qui sont à l'hôpital, mais pas en réanimation douce, j'ai envie de dire. Dans les réanimations, il y avait les Covid+, et les Covid++. Et puis, il y a ceux qui sont en réanimation sévère. Et donc là, on a des données assez fines. Et ces données fines, évidemment, et précises, celles-là, vont avoir une incidence sur la validité du modèle. Donc, ce qui est très compliqué dans le cas du Covid, c'est cette classe-là, qui est la classe des asymptomatiques. Parce que là, et c'est pour ça qu'on demandait à avoir une campagne de tests sérologiques beaucoup plus importante. Ce qui a été fait dans certains pays, c'est pour essayer d'estimer un peu la taille de cette population-là. Parce qu'évidemment, elle joue un rôle fondamental. Et voilà. Donc ça reste une inconnue, en tout cas, ouais. on a... il y a pas mal d'estimations. Un Pasteur régulièrement donne des estimations. Ils avaient été à 10%, puis 6%, puis peut-être 2%. Bon, nous, on a fait des petits calculs de coin de table, mais c'est assez controversé, le pourcentage d'asymptomatiques. Donc, on voit bien que dans la structuration, effectivement, il y a plutôt des concordances, mais que certaines questions, y compris des questions importantes, sont sujets à débat, non pas forcément sur la nature, mais au moins sur l'ampleur des phénomènes, et qu'effectivement, ça va jouer sur les résultats du modèle. Alors, il y a une autre question qui se pose et qui est vraiment médicale, là, pour le coup. C'est là, on a une classe de ce qu'on appelle les remis, donc qui, a priori, sont les immunisés, et qui, en fait, jouent un rôle pour bloquer l'évolution de la maladie. Mais là, on n'est pas sûr que des gens, par exemple, qui ont eu une forme faible ou asymptomatique, soient immunisés. Alors, il semble que Pasteur ait évolué là-dessus. J'ai entendu hier, ils avancent sur un vaccin, ce qui voudrait quand même dire que le taux d'immunité est plus important que ce qu'on croyait. Mais à un moment, on doutait même de ce taux d'immunité. Donc, du coup, ce qu'on dit aussi, c'est que ce taux d'immunité a une incidence sur notre capacité à produire rapidement un vaccin. Oui, parce que s'il n'y a pas d'immunité... ça ne sert à rien de produire un vaccin. Donc voilà, tout ça pour dire que la recherche en temps réel, il faut quand même prendre des gants parce que les modèles sont construits sur les informations et sur les données et tout ça fluctue beaucoup en fonction de l'avancée de la recherche biologique. J'ai une question que je vais te lire parce que je suis pas sûr de comprendre tout ce qu'il y a derrière, mais toi tu le comprendras sûrement, qui est: qu'en est-il de la modélisation géométrique du virus? Et notamment, la question qui suit est: est-ce que ça peut servir à le détecter avec des biocapteurs? Alors ça, c'est quelque chose qu'on va probablement... ça, c'est pas mes compétences. Dans l'une des prochaines minutes de l'X. Et la question suivante: y a-t-il des équipes à l'X qui font de la recherche sur les modélisations géométriques du virus? Je l'ignore. Est-ce que tu sais ça? Non, moi je ne sais pas non plus. Non, mais là c'est vraiment rentrer beaucoup plus dans le détail. Il n'y en a pas en maths appliquée, ça j'en suis sûre, mais j'en ai pas vu non plus passer dans les réseaux de modélisation. Je pense que non, enfin moi j'en connais pas. Et là, il faut rentrer beaucoup plus dans le détail de la biologie du virus. On n'est pas du tout dans la même échelle, quoi. Alors, on a aussi pas mal de questions sur le R0. Par exemple, alors il semblerait, moi je n'ai pas entendu, mais que le gouvernement ait annoncé un R0 de 3 au début, puis de 0,6 après le confinement. Est-ce que c'est des chiffres qui sont fiables? Est-ce qu'on peut les confirmer? Est-ce qu'on sait comment c'est calculé? Non, c'est vraiment des boîtes noires. Et justement, moi, j'aimerais bien voir un peu comment c'est calculé.
Surtout que le gouvernement annonçait fièrement qu'on passait de 0,58 à 0,69. Enfin, je l'ai quand même entendu ça de la part de la porte-parole. Bon, déjà, j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu, hein, si c'est nettement plus petit que 1. Mais en plus, je me demande bien comment elle pouvait avoir une deuxième décimale sur le R0. C'est précis. Franchement, au niveau d'informations qu'on a à l'heure actuelle sur la population, j'ai vraiment du mal à y croire. Donc, je ne sais pas du tout. Oui, on a beaucoup de questions autour du R0 Mm. Est-ce qu'on peut revenir sur la manière dont il est mesuré ou sur les inconnus, puisque c'est des questions qui Ouais, reviennent beaucoup. bon, là, moi, j'ai mis ça sur un modèle simpliste, hein, sur le Covid, on ne s'est pas penché dessus, donc voilà, c'était pour un peu faire comprendre pourquoi toutes C'est les important et pourquoi décisions. on est Pardon? pour comprendre pourquoi c'est important, pourquoi les décisions reposent dessus, mais aussi pourquoi c'est très difficile de le saisir de manière précise, que ce que tu Mm, disais, c'est-à-dire que présenter des R0 à 2 décimales, ça paraît pas si simple que ça. mm, mm. Oui, parce que là, comme j'ai dit, c'est un modèle très simple, hein, mais vous voyez que donc c'est un modèle où on suppose donc on n'a pas d'humidité au départ. Ça, je pense que c'est vrai pour le Covid, pour Covid-19, mais j'ai mis le, hein, voilà. Oui, c'est vrai que l'académie a dit là, mais bon. Mais on a quand même un problème de grande hétérogénéité dans la population, hein, semble-t-il, en termes de classe d'âge et puis de fragilité, hein. C'est clair que dans les réa, il y avait beaucoup dans les réanimations, l'obésité jouait un grand rôle. Les problèmes cardiaques, je ne sais pas finalement. Donc il y a beaucoup d'hétérogénéité. Je ne sais absolument pas comment elle est prise en compte dans un calcul fin du paramètre. Mm, mm. Alors, toujours sur le R0, certaines analyses montreraient que le R0 baisse spontanément du fait d'une perte de virulence du virus au fur et à mesure. Ça, c'est, j'imagine, la question de la saisonnalité du virus ou pas. Qu'est-ce que tu en penses? Que tu as des données qui te permettent d'aller dans un sens ou dans un autre sur ce sujet-là? Moi, j'ai vu aucune donnée là-dessus. On ne sait même pas vraiment. Bon, il semble que le virus mute lentement, mais néanmoins. Donc moi, j'ai essayé de trouver, voir si on était certain que le virus était exactement le même en Asie, en Europe et en Amérique, où il est en train, surtout en Amérique du Sud, de se développer en ce moment. Mais c'est pas très clair, quoi. Donc, enfin, je pense qu'il y a vraiment une étude biologique. Il faut attendre vraiment d'avoir plus d'informations biologiques pour. Voilà. On a- Bon, on espère beaucoup, hein. Je pense que l'Italie a joué beaucoup la carte du temps pour déconfiner en bloc à cause de la chaleur, mais il semble qu'il y a une perte de virulence. Ouais. Mm. Il semble qu'il y a une perte de violence. Alors, du coup, il y a aussi beaucoup de questions sur la manière. Là, tu as parlé des données de l'INSEE pour les classes d'âge, Mm. mais il y a aussi des questions sur la manière dont on prend en compte ce qui vient de l'étranger. Alors, tu le dis, tu l'as dit, on se demande si d'un pays à l'autre, en fonction du temps, le virus est le même. Donc, du coup, j'imagine que ça joue aussi sur les modélisations. Et on n'a pas forcément on n'a pas forcément les mêmes habitudes, que ce soit à l'école ou au travail. Est-ce que ça joue? Est-ce qu'il y a des variations? Est-ce qu'on est capable de constater en tout cas des variations? Ou est-ce que on prend les données étrangères en les agrégeant à des données françaises en se disant que de toute façon, voilà, c'est pas parce qu'on est français ou allemand que qu'on va davantage être contagieux. Enfin, comment est-ce que vous travaillez Alors, euh, ces enseignements qui nous viennent de l'étranger? il faut bien voir qu'un modèle n'est pas unique, hein. Là, je vous ai bien parlé de matrice de classe d'âge et je dis c'est la France, mais il faut être sérieux. Donc, nous, on travaille au niveau de l'Île-de-France. Bon, donc là, ce type de modèle tel que je vous l'ai présenté, c'est un modèle qui est très qui est local quand même, hein, à Oui. cause de Tu disais qu'il fallait même régionaliser Après, sur les ouais. classes d'âge. Après, il y a d'autres formes de modèles et en épidémiologie, il y a énormément de types de modèles. Euh, donc, si on veut être très macroscopique, hein, c'est-à-dire travailler au niveau du monde, les premières choses qu'on regarde en épidémio, c'est les cartes de contact avec les gros nœuds de contact, que sont en général les aéroports et les gros aéroports. Et on intègre, par exemple, dans les modèles, toutes les connexions aériennes, hein, et les nœuds de contact. Donc, on a ce qu'on appelle des graphes
des modèles de graphes avec des nœuds que sont les aéroports ou les grosses zones de contact, les grosses villes, etc. Et puis, entre ces nœuds, des flèches, enfin des traits qui vous désignent les liens entre les nœuds. Et ça joue un rôle fondamental dans la transmission de l'épidémie. Alors, vous voyez, l'intérêt d'un modèle, c'est qu'on a un modèle comme ça construit sur des graphes, mais ce modèle-là, ce type de graphe, on le retrouve aussi, par exemple, à l'INRA, ils travaillent beaucoup sur les épidémies type la vache folle et autres. Eh bien, s'ils regardent un modèle pour décrire les contacts entre, par exemple, les vaches, eh bien, ils auront des gros nœuds qui seront les gros marchés aux bestiaux, et puis des petits nœuds qui seront les fermes, et ils vont pouvoir quantifier tous les échanges entre les marchés, les fermes, etc. Mais le modèle, il sera un peu de même type, avec des gros nœuds, enfin voilà. Donc, il n'y a pas un et un seul modèle, il n'y a pas une et une seule vérité. Il y a, suivant le niveau voilà, le niveau auquel on se place, plus ou moins macroscopique, plus ou moins microscopique, on va développer un modèle ou un autre. Après, il faut savoir le lien entre les différents modèles. Et ça, ce modèle que je vous ai présenté, il peut être intégré dans un beaucoup plus gros modèle au niveau mondial. un niveau plus macroscopique. Voilà, il y a un degré de granularité, hein, voilà. Et donc, il faut toujours préciser à quel niveau on se place. Bon, là, on a regardé un modèle au niveau d'une taille de population. On peut aussi regarder un modèle beaucoup plus précis. Je vous avais montré des petits dessins où on va décrire individu par individu la dynamique en regardant chaque individu. Le rouge ici, c'est l'infecté. Comment il contacte un autre individu et l'infecte, et etc. Et comment les gens. Voilà. Donc là, c'est un modèle très microscopique où on regarde individu par individu. Et puis, on peut regarder des modèles au niveau le plus macroscopique possible. Donc, voilà. Dans ce que, Ça dépend des questions qu'on se pose. Mais du coup, dans ce que je comprends, c'est aussi on va vers des complexifications des modèles. S'il faut intégrer ce modèle dans des modèles plus Oui, macro, oui, forcément, on va oui, avoir de nouvelles variables qui vont apparaître, beaucoup oui. de paramètres qui vont être travaillés. D'où une question qui est posée qui me semble intéressante parce qu'elle résonne beaucoup avec la discussion qu'on a vue avec Olivier Gosner, qui est le fait que le modèle que tu présentes, même s'il est un modèle régional qui ne permet pas forcément de tirer des conséquences macro, présente déjà beaucoup de paramètres. Et donc, il y a deux questions. Le participant pose une question et moi j'en ai une autre après. La question du participant, c'est comment est-ce que vous recalez en temps réel chacun des paramètres en fonction de ce qui apparaît. Est-ce que vous avez une mise à jour hebdomadaire ou est-ce que c'est en fonction des publications que vous voyez que le modèle est recalé? Et puis la question qui va derrière, c'est une question sur la maniabilité de la modélisation comme outil d'aide à la décision, parce qu'on voit bien que ça permet d'avoir quand même des choses assez fines, modulo les zones d'incertitude. Euh, Ceci dit, c'était aussi quand on lui avait posé la question, la réponse de Louis Gosner, pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas de modèle et plutôt un recours à la statistique? Il a dit, parce que les modèles sont souvent surspécifiés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de paramètres et qu'on ne sait pas forcément les faire bouger de la bonne manière, les quantifier de la bonne manière, et que du coup, c'est très lourd pour prendre des décisions, même si c'est effectivement des représentations peut-être plus adéquates, moins simplistes du réel que ce qu'on peut avoir avec des statistiques simples. Oui, alors bon, je pense que, enfin, des statistiques simples, ça, à mon avis, ça n'existe pas. Les statistiques telles enfin, on peut vraiment les utiliser, elles sont quand même liées à un modèle sous-jacent, mais bon. Ce que je pense, c'est que effectivement, c'est pour ça que je pense que quand on travaille comme ça en direct, comme on l'a fait sur le Covid-19, il faut être plein d'humilité et, et se limiter à ce qu'on connaît le mieux, et surtout travailler avec des biologistes qui sont capables d'avoir une meilleure intuition aussi sur les données, ou une meilleure connaissance sur quelques informations qu'on peut considérer comme sérieuses et valides, pour essayer de minimiser le nombre de paramètres dans le modèle. Après, si on travaille en temps un petit peu. Je crois qu'on a un problème de son. Est-ce que c'est uniquement chez moi ou est-ce que c'est... Non, malheureusement, la connexion est si vite qui a l'air d'avoir. Des algorithmes. Ça revient, ça revient. Je suis là? On t'avait perdu 10 secondes. D'accord.
Donc, ce que je disais, c'est que maintenant qu'on a du recul et on a beaucoup d'observations, hein, on a des informations observées, on peut arriver à calibrer un certain nombre de paramètres et même un grand nombre de paramètres en utilisant des algorithmes hein, qui sont souvent des algorithmes stochastiques. Du reste, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de recul simulé, mais un peu dans ces idées-là. Donc, en disant les paramètres les plus réalistes, en fait, ils vont minimiser ou maximiser une certaine fonction qui évolue dans l'espace des paramètres et on va aller chercher en fait de manière aléatoire quels sont les paramètres les plus réalistes qui peuvent expliquer, donc ceux qui peuvent le mieux, en un sens mathématique, qui peuvent le mieux expliquer les observations. Donc là, il y a des outils, il y en a qui sont développés par exemple au CMAP, mais il y a des outils très performants de calibration des paramètres en fonction des observations. Mais effectivement, il faut avoir déjà une information un petit peu, pas en direct, enfin décalée pour pouvoir travailler comme ça. Alors j'ai aussi une question sur combien en général on utilise on utilise de variables dans un modèle et quelle incertitude on en déduit. Je ne sais pas si… Là, il n'y a pas de règle, hein, ça dépend de ce qu'on veut Règle, hein. décrire. Voilà. Mais c'est sûr, je l'ai dit dès le départ, hein, faire de la modélisation, c'est faire un compromis entre réalisme et accessibilité des calculs effectivement, et faisabilité de ce qu'on a en tête, c'est-à-dire quantifier un minimum d'informations. Donc voilà, plus le modèle est fin et plus il faut d'informations. Mais on ne va pas rajouter dans le modèle des choses sur lesquelles on n'a aucune information. Ça n'a pas de sens. Voilà. Merci beaucoup Sylvie, on arrive au bout de la petite heure qu'on s'était donnée. Je te remercie beaucoup de nous avoir consacré ce temps et aussi d'avoir fait vraiment cet effort de pédagogie qui nous permet de comprendre, d'entrer un petit peu dans la boîte de ces modèles assez complexes, mais qui sont d'une importance, on l'a vu, essentielle dans la compréhension du phénomène et aussi dans la décision et dans les mesures qui sont prises du point de vue des politiques publiques. Je remercie également toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette minute, donc Mathias Manot à la technique, l'équipe communication, et puis aussi Marie Bresson qui m'aide dans la programmation de ces minutes de l'X. Je vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines pour une prochaine minute. Vous allez avoir bientôt le programme des 3 ou 4 prochaines sessions qui va vous être communiqué. Merci à tous et à très vite. Merci à vous. Merci à tous. Sylvie. Au revoir. Au revoir.